On l'écoute. Alors, parlons maintenant du missile 358 gardé secret par Téhéran. Oui, il s'agit même, je lisais le Parisien la semaine dernière, qui disait qu'il s'agissait de l'arme la plus efficace de leur arsenal. Nous disposons de divers missiles lancés depuis des sous-marins. Ils devraient faire attention. Il n'y a que 2 pays au monde à posséder des missiles sous-marins. L'un est le fabricant du missile, à savoir la Russie, et puis il y a nous. Ce missile a la capacité d'être tiré depuis un sous-marin jusqu'à la Terre. Il n'est pas seulement un missile sous-marin. Nous sommes dans une situation inédite, des missiles sous-marins qui se déplacent à 100 mètres par seconde. Les Américains ont dépensé 20 milliards de dollars ces 15 dernières années pour tenter d'atteindre cette vitesse sous-marine, mais ils n'y sont pas parvenus. Mais les Russes y sont parvenus, les Soviétiques y sont parvenus. Nous sommes équipés de ce missile. Pour tirer très près, très vite, c'est extrêmement dangereux. Voilà, alors c'est le principe d'une torpille, ça explose sous le bâtiment, ça provoque une onde de choc considérable qui va soulever le navire, qui va le faire s'effondrer et qui peut être très dangereux parce que le navire tout simplement peut se briser avec ce type de munitions. C'est la preuve, contrairement à ce que dit Donald Trump qui dit, vous l'avez suivi en direct avec nous, que l'Iran n'est plus qu'un tigre de papier, c'est la preuve qu'au contraire, l'Iran a encore beaucoup de réserves, capable de sortir de nouvelles armes encore aujourd'hui alors qu'on aborde la 3e semaine de guerre. C'est la preuve que tout ça ne fait que renforcer l'idée que l'Iran se prépare à la guerre longue et en a les capacités. C'est en effet le message que l'Iran veut envoyer. Je vous explique ici depuis plusieurs jours, sans interruption, que l'Iran possède plusieurs modèles de drones et de missiles qui n'ont jamais été testés en situation réelle de guerre. Ils en ont en grande quantité. Ils se sont préparés à un conflit long et tout est stocké dans des bases souterraines. Les stocks sont toujours intacts. Quand Donald Trump affirme que l'Iran est un simple tigre de papier et qu'il a détruit 100% des capacités militaires iraniennes, 100%. Pourquoi positionne-t-il encore ses navires de guerre à Oman? Pourquoi hésite-t-il à traverser le détroit d'Ormuz? Pourquoi demande-t-il maintenant aux Européens et aux Asiatiques de venir sécuriser le passage avec lui, de l'aider? Lorsqu'il a décidé de déclencher sa guerre, à qui a-t-il demandé la permission? Personne. Il parle des intérêts européens, asiatiques dans la région. Mais qui détient des bases militaires, des entreprises, des radars, etc. dans la région? C'est Trump. Au même titre que les Européens et Asiatiques, lui-même a des intérêts colossaux dans la région. Je réitère, peu importe le nombre de bâtiments de guerre. Ouvrir le détroit par la force et en prendre le contrôle est impossible. L'Iran dispose encore d'une flotte d'au moins une vingtaine de sous-marins dont les positions exactes restent inconnues. Aucun sous-marin n'a été détruit. À cela s'ajoutent des navires équipés de missiles, une centaine de vedettes rapides également armées de missiles, ainsi que des drones et des missiles de différents types comme je l'ai annoncé. Dans un tel scénario, l'Iran pourrait recourir à tout un arsenal asymétrique. Des mines navales, des USV, véhicules de surface sans pilote, des UUV, véhicules sous-marins sans pilote, des UAV, véhicules aériens sans pilote et des missiles anti-navires. L'Iran est préparé et réserve des surprises aux Américains et à l'entité. Non mais est-ce que vous réalisez l'ampleur de ce qui vient de se produire aux États-Unis? Ce passage du chef de l'antiterror américain devrait résonner dans l'esprit de chaque soldat américain. Il rappelle juste que, depuis les attaques du 11 septembre, la politique étrangère de son pays s'est structurée autour d'un ennemi central, le terreau islamiste. Mais derrière ce récit répété pendant plus de 20 ans, plusieurs comme lui ont vu un ennemi amplifié, parfois presque construit de toutes pièces, pour justifier des interventions militaires sans fin, maintenir un budget militaire colossal et entretenir un climat de peur permanent dans la population. Et pendant que les politiques complotent pour leurs intérêts, ce sont des soldats comme sa femme qui payent le prix humain de décisions qui dépassent largement la simple défense nationale. Pour étouffer son message et le discréditer au maximum, ils prétendent désormais qu'il aurait divulgué des informations sensibles, sans jamais fournir la moindre preuve de ces accusations. Rappelons que Joe Kent est un vétéran décoré ayant servi au 75e régiment de Rangers et au sein des forces spéciales américaines. Il a mené 11 missions de combat, principalement en Irak, avant de prendre sa retraite en 2018 pour rejoindre la CIA comme officier paramilitaire. Son épouse a été éliminée par un kamikaze en Syrie en 2019. Il a tout vu, tout vécu. Et simplement parce qu'il a démissionné pour protester contre une nouvelle guerre sans fondement, on cherche à le faire passer pour un traître, un pro-iranien. Combien d'Américains qui soutenaient Trump en 2025 se retournent contre lui en 2026? Combien? Et n'oubliez jamais que tout média américain qui remet en question la guerre de l'entité, parce que c'est sa guerre, se retrouve immédiatement critiqué
est menacé par la Maison-Blanche. À l'instant, Joe Kent, qui est numéro 2 ou numéro 3 de l'antiterrorisme de l'administration Trump, vient d'annoncer sa démission. Je cite le pourquoi de sa démission. Je ne peux pas en toute conscience soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente. C'est le numéro 2 ou 3 de l'antiterrorisme aux États-Unis. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation et il est clair que nous avons commencé cette guerre en raison de la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Débat qui bouillonnait, je dirais, dans la marmite politique américaine et l'eau bouillante commence à en sortir. C'était tout de même le directeur du Centre national américain pour le contre-terreau. Il détenait des preuves solides que l'Iran ne représentait aucune menace imminente pour les États-Unis et même pour la région. Pourtant, la guerre a été déclenchée sous la pression de l'entité et de son puissant lobby à Washington. Il a fini par démissionner et comme souvent, le traitera de pro-iranien ou de propagandiste en oubliant qu'il occupait l'un des postes les plus sensibles de l'appareil sécuritaire américain. On ne nomme pas n'importe qui à ce poste aux États-Unis. Pendant ce temps, on continue de mentir aux populations, de manipuler l'opinion et de fabriquer des récits pour justifier la guerre et expliquer ce qui est en train de se produire. Et voilà que l'entité appelle ouvertement les Iraniens à renverser leur gouvernement et à prendre leur destin en main. Je ne sais pas si ces annonces sont faites exprès. On dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ces éliminations ciblées risquent surtout de renforcer le soutien au gouvernement. En Iran, tous ces dirigeants savent qu'ils figurent sur une liste de cibles. Plus vous les éliminerez, plus vous ferez émerger des personnes qui ne seront pas raisonnables. On va maintenant poursuivre avec la suite des informations super importantes qui se déroulent dans le Moyen-Orient, la suite des événements. Alors, un avion russe Domsday aurait atterri à Téhéran dans un signe possible de coordination stratégique renforcée entre Moscou et Téhéran en pleine crise régionale. L'avion en question, voilà à quoi il ressemble. On dirait bien un avion doté de toutes les caractéristiques nécessaires pour recueillir des informations sur l'ennemi et frapper correctement comme il faut. Alors là, ça ne sent pas du tout bon. Le groupe amphibie USS Tripoli vient de franchir le détroit de Malacca et se dirige vers les côtes iraniennes. Il s'agit essentiellement d'un porte-avions léger avec plus de 20 avions à décollage vertical et hélicoptères, de grands navires de débarquement et un destroyer accompagné de 2500 Marines. On dirait bien que les Américains veulent mettre en exécution leur plan de prendre l'île de Kaga de la main des Iraniens. On verra bien ce qui va se passer d'ici quelques jours, d'ici quelques heures. Et on espère réellement que ce conflit-là ne va pas devenir une escalade générale. Parce que si l'île de Kaga si les 2500 Marines atterrissent sur l'île de Kag, les Iraniens ne vont pas rester les bras croisés, ils vont réagir puisque l'île de Kag représente en moyenne 80. Le pétrole iranien transite à 90% par cette île-là. Et l'île représente leur poumon pétrolier. Ça va être super chaud les gars. Alors, feu vert pour éliminer les officiels iraniens. Le ministre israélien de la Défense, Katz, dit ceci. Des surprises significatives sont attendues aujourd'hui sur tous les fronts qui feront passer la guerre à un nouveau niveau. Netanyahou et lui ont donné feu vert permanent au FTI pour éliminer tout officiel iranien de haut rang dès que le cercle de ciblage est fermé, sans aucune approbation politique supplémentaire. Katz confirme l'assassinat cette nuit à Téhéran du ministre iranien du renseignement Esmaël après les assassinats d'Ali Larijani et du commandant Basij. Abbas Araghchi, ça c'est le ministre des Affaires étrangères iranien, affirme que les États-Unis ont été entraînés dans la guerre par Israël et Netanyahou et qu'ils doivent reconnaître leurs erreurs. Il déclare « Les Américains ont été entraînés dans cette guerre par Israël, plus précisément par Netanyahou. Je pense qu'ils ne savent même pas quel est leur objectif final.
Chaque jour, ils disent quelque chose de différent. Changement de régime, division de l'Iran, effondrement du gouvernement ou reddition inconditionnelle. Tout cela reposait sur un nouveau calcul. Maintenant, ils s'en rendent compte et se retrouvent dans une situation difficile. Ceux qui exigeaient une reddition inconditionnelle sont désormais contraints de chercher de l'aide, même auprès d'autres, pour rouvrir le détroit d'Ormuz en invitant des pays et en disant « s'il vous plaît, aidez-nous ». Les États-Unis ont commencé cette guerre et doivent reconnaître leurs erreurs et mettre fin à leur agression. Les États-Unis et Israël commencent à bombarder les infrastructures gazières iraniennes. L'Iran tire environ 70 à 75% de son approvisionnement en gaz naturel des gisements de South Pass qui ont été récemment bombardés. Et on estime que 80% du réseau électrique iranien est alimenté par le gaz naturel. Ce conflit est en train de prendre une toute autre tournure. Les Iraniens ont prévenu à plusieurs reprises, si vous bombardez des infrastructures à notre niveau économique, pétrolier, gazier ou énergétique, etc., on va répliquer de la même manière. Vous détruisez nos infrastructures, on détruit des infrastructures équivalentes dans vos différents pays ou bien dans les différentes bases qui ont servi à lancer des frappes contre notre pays. Et ils le répètent toujours. Ils tiennent toujours parole. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi à propos de l'assassinat d'Ali Larijani. Les Américains et les Israéliens n'ont toujours pas compris. Personne n'est irremplaçable chez nous, pas même le guide suprême. Même s'il est martyrisé, le système continue immédiatement avec un nouveau remplaçant. Il en sera de même pour n'importe qui, y compris le ministre des Affaires étrangères. On peut le dire très clairement, ces garçons à un tout autre niveau, ils comprennent en fait la faiblesse des systèmes en place et ont trouvé la parade, la solution efficace pour continuer à tenir bon jusqu'à la fin de ce conflit-là ou jusqu'à ce que l'ennemi soit tellement frappé qu'il ne recommence plus jamais les frappes en premier contre l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères iranien Araghchi déclare ceci: après la fin de la guerre, nous allons concevoir de nouveaux mécanismes pour le détroit d'Ormuz. Nous ne permettrons pas à nos ennemis d'utiliser cette voie navigable. Le ministre des Affaires étrangères, dans une interview avec Al Jazeera, a déclaré ceci: le détroit d'Ormuz est une voie navigable située à côté de l'Iran. Naturellement, nous ne permettrons pas à notre ennemi d'utiliser cette voie navigable. En même temps, il y a une guerre en cours autour de cette voie navigable et il est naturel que de nombreux navires et pays hésitent à utiliser cette route en raison de l'insécurité. Il précise: à mon avis, après la fin de la guerre, nous devons concevoir de nouveaux mécanismes pour le détroit d'Ormuz et la manière dont les navires le traversent afin qu'un passage pacifique dans cette voie navigable soit garanti de manière permanente selon les réglementations spécifiques. En tenant compte des intérêts de l'Iran et de la région, je crois qu'après la guerre, la première étape devrait être la formation d'un nouveau protocole pour le détroit d'Ormuz. Naturellement, cela devrait être fait entre les pays des deux côtés du détroit, car ce sont les principales parties impliquées. Et ce protocole doit garantir un passage sûr à travers le détroit dans des conditions spécifiées. Voilà. Voici l'essentiel de l'actualité que j'avais pour vous dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me partager vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à toutes ces informations-là qui viennent de passer. Et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.